Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et on est riche en actualité depuis 2 semaines. Évidemment, Vermines-sur-Isère, vous aurez compris la référence au titre Romain-sur-Isère. Évidemment, la tragédie de Crépol, Thomas, les propos de Patrick Cohen qui sont absolument insupportables, etc., etc. On a beaucoup d'actualités et pour parler de tout ça, j'ai décidé d'inviter 2 personnes ce soir, 2 membres du bureau politique du Parti de la France. Tout d'abord, Victor Jean de la Gillardet. Vous êtes membre du bureau du Parti de la France. Vous êtes, alors, comment on pourrait dire? Parce que moi, j'aime bien vous présenter comme de Normandie, mais vous n'êtes plus vraiment en Normandie. Alors, Dites, je suis normand de naissance et de cœur, même si actuellement je me suis expatrié depuis septembre dans le Nord pour des raisons professionnelles. J'ai toujours, bien entendu, des attaches fortes avec ma région natale et j'y retournerai dès que possible, même si j'ai appris à apprécier le Nord, qui est une région que l'on qualifie parfois d'un peu austère et sur laquelle on a parfois des idées reçues qui ne sont pas nécessairement vraies. Et comme tu le disais très bien, je suis effectivement un membre du bureau du Parti de la France que j'ai intégré depuis le congrès de 2023. Et je crois que j'en suis le plus jeune d'ailleurs. oui, vous m'avez détrôné. J'étais le plus jeune. Maintenant, je ne le suis plus à cause de vous et de Tanguy. Voilà, je ne sais pas qui est le plus jeune entre Tanguy et vous, mais ça doit se jouer à Ça doit très être très peu. Tanguy, ça doit être Tanguy, effectivement. C'est 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 à peu près Tanguy? comme ça. Oui, je crois que c'est Hmm. Tanguy. Je suis le deuxième. Un peu moins jeune, peut-être, je suis taquin. J'ai invité également le responsable du Parti de la France de la capitale et de l'Île-de-France, membre du bureau politique également depuis le dernier congrès. Bonsoir Frédéric Cavalli, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre, je vais bien, à part que vous venez de me vieillir un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça va, prêt pour l'émission de ce soir qui va être, comme vous le disiez, très riche en actualité. Absolument, absolument, très riche en actualité. Je vous rappelle évidemment les 2 règles de cette émission. Nous sommes sous le coup de la loi, il faut éviter de la violer. Et secondement, bien appuyer sur le micro pour parler et bien appuyer de nouveau pour se taire et éviter tous les bruits parasites. Je vous invite à être loquace et à rebondir sur les questions et les réponses des uns et des autres, bien évidemment. Alors tout d'abord, on va parler du titre directement. Romain-sur-Isère, ça a agité les passions, ça a fait couler de l'encre. D'un côté, la droite, j'ai envie de dire pro-police, qui a été absolument choquée de ce comportement, d'avoir défendu les racailles plutôt que les faf, j'allais dire, plutôt que les gens comme nous. Et de l'autre, les anti-ACAB convaincus qui sont aussi dans la droite, pourrais-je dire, radicale, qui n'a pas du tout été choqué par ce comportement et qui même d'ailleurs l'utilise pour assouvir son idéologie. J'aurais aimé savoir, Frédéric Cavalli par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé? Vous avez peut-être vu, je sais pas, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de montages, on voyait des policiers jouer avec les racailles à FIFA ou vendre de la drogue avec eux. Vous, quelle est votre position sur l'importance de la police au sein de notre France? Je vous rappelle que vous parlez en tant que cadre du Parti de la France. Alors oui, bien évidemment. Je vais vous avouer que je suis partagé sur la question. D'un côté, le zèle répressif, hein, parce que c'est le cas de le dire, les CRS n'ont pas fait la grève du zèle et apparemment ils ont eu le coup de matraque facile. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on voit à quel point ils se retiennent quand c'est face à la racaille ou face à la vermine gauchiste. Mais évidemment, ce sont des fonctionnaires et en fait, ils obéissent, alors, je ne vais pas dire bêtement, méchamment, mais en tout cas, ils se bornent à obéir aux ordres. Et c'est pour ça que ce qui me donne un motif d'espoir, c'est que je me dis que s'ils obéissent avec autant de zèle à des gouvernements gauchistes qui se succèdent les uns après les autres, je pense qu'ils devraient obéir avec encore plus d'enthousiasme à nos ordres à nous, qui seront beaucoup moins laxistes par rapport justement à la racaille et aux gauchistes. Et à ce moment-là, on pourra compter sur eux. Donc, effectivement, on peut leur en vouloir et c'est légitime, mais d'un autre côté, ça prouve que ce sont avant tout des fonctionnaires et c'est en tant que tels qu'il faut les considérer, voilà, ne pas leur faire porter le chapeau de la politique antinationale de Darmanin. Merci Frédéric pour votre réponse. Vous, Victor qui est un peu plus jeune, j'ai envie de dire, n'avez pas forcément connu la même génération de police que Frédéric.
Quel est votre avis sur tout ça? Comment voyez-vous la police? Alors, mon avis, bon, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas prétendre qu'il soit à l'image de celui de ma génération, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on se garde des postures inutilement émotives dans cette affaire. Il y a des arguments tout à fait valables d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir des nationalistes plutôt dans une logique révolutionnaire qui veulent à tout prix rompre tous les liens avec la police, qui ne veulent plus entendre parler de la police, pour qui la police est un ennemi et des servants serviles du système au même titre que les antifascistes ou que le gouvernement en soit. D'autres qui, à l'inverse, sont dans des postures non moins, qui manquent tout autant de nuances à mon sens, qui, voilà, jusqu'au boutisme, soutien aux forces de l'ordre, soutien aux corps constitués, sans comprendre que c'est pourtant les servants d'un régime mortifère. Et ces deux postures manquent d'équilibre. C'est que, comme l'a très bien dit Frédéric, s'ils sont capables d'obéir à ce genre d'ordre maintenant, qui sait ce qu'il en sera quand nous serons au pouvoir. Et je pense que la réponse est assez claire, c'est que ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui vont suivre les instructions qu'on va leur donner, sans discutailler, sans faire d'histoire, un point c'est tout. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de la police. Hein. Moi, ça ne me surprend absolument pas que lorsque le ministre de l'Intérieur dise aux flics de charger et de coffrer des gens, bah, ils chargent et ils coffrent des gens. Enfin, attendre de la police de la désobéissance, pour moi, c'est tout aussi absurde et immature politiquement que d'attendre de l'armée de la désobéissance ou de la fonction publique de la désobéissance. Ils sont littéralement payés pour obéir. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire, ils ont un traitement, ils ne sont pas au service d'une entreprise, ils ont la sécurité de l'emploi, des allègements fiscaux, tout un tas d'avantages, en particulier le cas en ce qui concerne la police, que le Kidam moyen n'a pas. Rappelons qu'ils n'ont pas été tenus de se vacciner, contrairement aux gens qui le contrôlaient sur les plages avec des fusils d'assaut. Mais c'est ainsi. Ils ont fait le choix de servir, ben, on attend d'eux qu'ils servent. Et ce serait anormal qu'ils fassent autre chose. Donc effectivement, on peut éprouver de la colère et vouloir prendre des distances vis-à-vis de tout un tas de flics qui jouent un peu. Vous savez, on a souvent ça quand on milite, des flics qui viennent vous voir, « Non, mais les gars, là, vous avez déconné, je pense comme vous, nanana. » Évidemment, il faut filtrer, il faut avoir une distance, il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus s'engager dans des postures inutilement émotives, parce que de fait, ce sont des Français comme les autres, et on aura besoin de ces gens-là pour prendre le pouvoir, enfin déjà pour garder le pouvoir et pour réprimer nos adversaires halogènes et gauchistes le jour où on arrivera au pouvoir. C'est indispensable. Absolument, je partage votre position, qui est celle d'ailleurs du président Thomas Joly. Si les policiers sont aussi dociles et obéissants envers le gouvernement Macron, ça veut dire que le jour où on aura la police avec nous, ils seront tout aussi dociles et obéissants également. Je rappelle cependant qu'une révolution ne s'est jamais vue, je crois, dans l'histoire, sans le soutien de la police et de l'armée. Je vais vous poser cette question, Frédéric, et après je reviendrai sur Romain-sur-Isère dans 2 minutes. Frédéric Cavalli, je vous pose cette question à vous parce que vous êtes d'origine italienne, votre femme est russe, donc il y a cette, comment je pourrais dire, cette proximité avec la notion d'identité européenne. Quand on voit que la police, sous les ordres du gouvernement, protège la racaille, comment est-ce que vous voyez la situation en France d'un point de vue sécuritaire, surtout je pense à votre enfant? Vous avez, évidemment, je pense que vous avez peur pour lui, pour qu'il grandisse. Donc, comment vous envisagez tout ça? Alors, déjà, par rapport, en comparant un petit peu avec la Russie, bon, je vais pas forcément faire l'apologie de la police russe qui aurait encore plus dérouillé des gens sur ordre du gouvernement, même si, par contre, en Russie, la racaille ne fait pas la loi. En Italie, les carabiniers, qui sont quasiment tous de droite nationale, ont toujours eu un petit peu la matraque facile. Donc, c'est vrai que déjà, on a la police, peut-être en France, qui a le moins de pouvoir. Mais, parallèlement, hein, et c'est là tout le paradoxe, on est la police, enfin, en tout cas, on est le régime, l'État français. La France est le pays occidental qui, je pense, a le plus est le plus répressif face au mouvement nationaliste. C'est sans commune mesure avec l'Italie, même l'Italie d'avant Meloni, puisque celle-ci n'a absolument rien changé à la situation précédente. Donc, voilà, la France, je pense, est le pays le plus répressif face à des gens comme nous.
Voilà, ne serait-ce que regarder en Italie comment Casa Pound arrive quand même à dérouler comment dirais-je, son mode de vie. Bastion Social, lui, a été dissous au bout de 6 mois sur ordre du CRIF. Hein, on peut dire que c'était CRIF et châtiment ce jour-là. Par rapport à mon fils, oui, effectivement. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de l'expatriation, puisque à juste titre, le parti de la France est contre. Mais je me dis que dans les 10 prochaines années, forcément, la situation se sera dégradée, sauf divine surprise de l'élection d'un candidat nationaliste à la tête de la France. Mais malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Et effectivement, je suis très inquiet. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, je vais pas dire que personne n'a jamais osé m'emmerder dans la rue, mais bon voilà, on a tendance quand même à plus s'inquiéter quand on est père d'un enfant de 7 ans et on a une épouse que quand on est tout seul. Voilà, donc effectivement, la situation ne va pas en s'améliorant et je me pose souvent des questions existentielles. Après, voilà, notre rôle en tant qu'acteur d'un mouvement politique, c'est justement d'essayer de trouver des solutions plutôt que de fuir ou de rester dans une posture de résignation. Merci Frédéric pour votre réponse. Je reviens. Ah oui, effectivement, parce que beaucoup de personnes nous découvrent ce soir par le partage de DP. Nous, sur l'expatriation, effectivement, on est plutôt opposé à l'expatriation, sauf dans des cas extrêmes. Hein, je pense à des condamnations judiciaires surtout fortes. Hein, je pense par exemple à Boris Lelay, etc. Bref, dans certaines situations légitimes, l'expatriation, dans des cas individuels, d'accord. Mais dans un cas de promotion de l'expatriation, nous sommes plutôt opposés. Voilà. Je reviens sur Romain-sur-Isère. Le maire, Madame le maire de Romain-sur-Isère, a reçu des menaces de mort, comme quoi on allait la décapiter et jongler avec sa tête. J'ai pas vraiment compris qui lui avait fait ces menaces de mort. Ça part de Kalachnikov, donc je suppose que c'est un barbu. J'aurais aimé savoir, Victor, est-ce que vous comprenez quelque part cette... parce qu'il en a reçu plein, il n'en a pas reçu qu'une seule de menace de mort, il en a reçu plein. Donc est-ce que vous comprenez cette vindicte populaire envers la gestion catastrophique du pouvoir? Parce qu'évidemment, c'est pas elle en tant que personne qui est attaquée, hein, c'est l'incarnation du pouvoir de la mairie. Alors, je disais plutôt qu'il était immature et vain d'être dans une posture émotive vis-à-vis des corps constitués, c'est-à-dire dans l'attente du mal comme du bien. En revanche, je trouve qu'il est sain, lorsqu'il y a un problème, de directement cibler les corps constitués, d'identifier les véritables responsables, car au risque d'être dans une rhétorique un peu... enfin, je ne suis pas dans la négation de la malfaisance des racailles du bas et des gens qu'on croise dans la rue, c'est pas le sujet, mais toujours est-il qu'un élément central quand un Français se fait égorger, c'est les responsables. Et le type qui l'a égorgé, c'est un accessoire. C'est un type qui est là. Mais pourquoi il est là? Qui l'a fait venir ici? Qui sont ceux qui ont, dans certains cas, bon, là en l'occurrence c'est pas le cas, mais je pense à l'Irlande, ont rejeté systématiquement des procédures d'expulsion, ont toléré sa présence sur le territoire? Quelles associations gauchistes ont créé ces effets de vase aspirant qui incitent tout le tiers-monde à venir s'installer chez nous? C'est pas n'importe qui. Les responsables principaux de la situation actuelle, c'est pas les halogènes, c'est la gauche. C'est eux qui ont fait le lit de toute cette délinquance étrangère, de toute cette installation de populations étrangères qui nous détestent et qui veulent nous exterminer. Donc le fait que des élus se fassent mettre des coups de pression par des citoyens énervés, je trouve que c'est positif parce que pour une fois, ils ont compris que leur problème, il venait d'avant tout des tenanciers du pouvoir. Que la racaille du bas ne serait rien sans la complicité d'appuis politiques, d'appuis associatifs, d'appuis parfois financiers et autres, et qu'ils aient la volonté de remonter les échelons de la chaîne de commande et d'aller cibler directement les principaux responsables, je trouve que c'est sain, et que ça témoigne d'une évolution de la mentalité des gens qui est saine. Alors, bon, elle a été ciblée, voilà, victime de menaces de mort, évidemment, je ne cautionne pas, c'est pas la façon de faire les choses, mais... Et en l'occurrence, c'est peut-être plutôt le fait de Barbu. Je ne sais pas si elle a tenu des propos ambigus sur l'immigration suite à cela ou quoi, mais toujours est-il que... Bah oui, Avali, tu veux dire un truc? Non, mais je te laisse Monsieur Avali.
Oui. Bon, on est Je, entre camarades, on peut se... Oui. je te laisse terminer, mais après, je te dirai exactement de quel type de menace il s'agit. Mais termine, Ouais. camarade. Mais voilà, après, je ne sais pas si elle a tenu peut-être des propos ambigus qui pourraient être interprétés comme allant dans notre sens sur l'immigration, donc qui susciteraient des menaces de la part des halogènes. Mais toujours est-il que voilà, c'est l'élément central lorsqu'il y a un problème, c'est le pouvoir politique à un échelon local, ensuite à un échelon national et de façon générale, la chaîne de commandement, la chaîne décisionnaire. Dans une armée, quand un soldat fait de la merde, on remonte la chaîne hiérarchique et on se pose les questions de ce qu'il y a cafouillé dans la hiérarchie. Dans une entreprise, c'est pareil. Donc il n'y a pas de raison qu'à l'échelle d'une société, qu'à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une nation, ce ne soit pas la même logique. Et de fait, c'est une faillite du pouvoir politique, ce genre de fait divers. Allez-y Frédéric, hein, vous avez la parole, vous vouliez répondre. Merci. Non, juste, c'est important. En fait, alors évidemment, plus que la Kalachnikov, c'est la décapitation, la méthode d'exécution qui m'a mis la puce à l'oreille. En fait, ce sont tout simplement des racailles de Vermines-sur-Isère qui ont dit au maire, hein, parce que moi je dis Madame le maire, et puis c'est comme ça et pas autrement, qui ont dit au maire que, en gros, par ses déclarations assez musclées, anti-racaille, elle avait stigmatisé la population de Vermines-sur-Isère, et donc, parallèlement à ça, ce week-end, il y a une manifestation qui, comme c'est étrange, n'est pas interdite, où là, il y a toute la racaille de Vermines-sur-Isère qui va aller manifester contre la stigmatisation de la ville par Madame le maire. Donc, en gros, d'une part, ces déclarations ont généré d'une part une manifestation autorisée, hein, évidemment, et d'autre part, qui ont généré des menaces de décapitation. Voilà, je voulais juste préciser, ce n'est pas du tout le fait de méchants gens d'extrême droite. Hein. Merci Frédéric pour cette explication. Alors effectivement, en décapitation, je me suis pas forcément attardé dessus parce que pour moi, c'est tout autant islamiste que républicain, n'est-ce pas? Donc, je n'avais pas relevé ce point de détail. Vous avez raison, effectivement, la décapitation, c'est très islamiste. Euh, Même si la République a eu le pouvoir comme cela. Justement, parlons un petit peu de Thomas, parce que tout ça, finalement, ça part de Thomas qui a été massacré à Crépole. On en a parlé la semaine dernière de beaucoup de choses. Du coup, je vais seulement revenir sur les actualités récentes. On a vu par exemple Patrick Cohen, je ne ferai aucun commentaire sur son nom, qui expliquait que c'était des jeunes qui voulaient sortir en soirée, boire et draguer des filles avec des couteaux de 20 centimètres, pourquoi pas. Victor, est-ce que c'est une bonne méthode pour draguer Ah, des mais couteaux de 20 centimètres? c'est le charme oriental. Si elle refuse, on peut toujours lui foutre un coup de couteau, comme ça, c'est génial. Non, mais c'est hors sol. Bon, Patrick Cohen, suivez mon regard. Je ne vais pas m'étendre dessus pour ne pas rendre cette émission plus illégale qu'elle ne pourrait l'être. Mais voilà, si on a toujours les mêmes donneurs de leçons au pouvoir en place depuis les années 80, ils ont parfois des traits de caractère communs. Hein. Là, encore une fois, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et puis, ils sont prêts à inventer tout et n'importe quoi plutôt que d'admettre la réalité. On est dans le domaine du récit, du délire pur et simple. Charlie Hebdo, ils voulaient peut-être des orthographes, en fait. Ils sont venus avec des kalachnikovs, ils voulaient se les faire dédicacer. C'est un énorme malentendu. Enfin, il y a même pas grand-chose à commenter, en fait, tellement on est entré dans quelque chose d'absurde, là, en fait. Il y a une volonté de nier la réalité qui est tellement évidente de la part de certaines personnalités publiques. On n'a rien à commenter, en fait. Non, oui, d'accord, ok. Bon, ils viennent draguer des gonzesses et finissent par égorger un mec. Bon, moi, mes soirées ne ressemblent pas à ça, même quand j'ai picolé un coup, je sais pas pour vous. C'est ça, apparemment, c'est normal. Est-ce que le parti de la France aurait, je sais pas, par exemple, exclu Patrick Cohen de toutes ses fonctions? Frédéric, vous pouvez répondre. Oui, non, je vais pas paraphraser ce qu'avait dit Dieudonné sur lui, parce que je pense pas qu'on ait les mêmes moyens financiers que lui pour se défendre, et en plus, nous sommes sous le coup de la loi. Non, Patrick Cohen, en fait, c'est vraiment minable. Hein. De toute façon, c'est un minable. Donc voilà,
je développerai pas plus moi non plus sur cet odieux personnage. Par contre, moi, j'ai entendu, alors je ne sais plus où, mais quelqu'un dire, oui, mais en fait, les couteaux, comme les gens dans ces endroits-là de la ruralité sont plutôt racistes, en fait, ils avaient pris les couteaux en cas d'agression. Alors, à la limite, on va même aller, je vais même rentrer jusque dans leur jeu d'immonde racaille, mais à ce moment-là, moi, je veux bien jouer leur jeu et dire, mais à ce moment-là, si les gens de Crépol vous détestent autant pour ce que vous êtes, qu'est-ce que vous allez foutre à un bal où il y a 400 personnes qui vous détestent, 400 affreux racistes islamophobes? Restez chez vous ou allez à un concert de rap à Vermines-sur-Isère. C'est ça le truc. C'est, enfin voilà, moi, si à un endroit où je vais pas être le bienvenu et où je vais risquer de me faire agresser, ben, je vais pas m'y rendre, hein, tout simplement. Enfin, je veux dire, faut pas être masochiste. Donc, enfin, pour vous dire à quel type d'argument les gens se raccrochent pour défendre cette racaille. David Guiraud, député de la France Insoumise, je ne sais pas si vous le connaissez, a décidé de saisir la justice pour porter plainte contre Éric Zemmour pour incitation à la haine. Alors vous savez qu'Éric Zemmour, on l'a beaucoup critiqué ces dernières semaines parce que depuis les événements en Israël et depuis surtout comment je pourrais dire, sa communication vis-à-vis d'Israël, il nous a beaucoup déçus. Faut être tout à fait honnête. Nous sommes nationalistes français, pas nationalistes israéliens. Et Éric Zemmour est revenu quelque part en force. Il s'est un petit peu racheté en partie, en tout cas, car il a tweeté, ou il a gazouillé, si vous préférez franciser, la mort de Thomas n'est pas un fait divers. C'est un fait de société quand les victimes sont toujours françaises et les agresseurs toujours arabo-musulmans. Cela s'appelle un francocide, du racisme anti-blanc. La famille de Thomas elle-même demande qu'on reconnaisse le mobile raciste. Les Français sont beaucoup plus lucides que les politiciens et les médias. Très beau tweet, personnellement, je l'ai partagé, très très beau tweet. Éric Zemmour se rattrape un petit peu, et du coup, je vous pose la question. Est-ce qu'il est normal d'y voir de l'incitation à la haine? Parce que David Guiraud, c'est le motif qu'il invoque pour porter plainte contre Éric Zemmour. Est-ce que la vérité inciterait à la haine, Victor? Il y a un problème avec toute cette législation d'incitation à la haine, c'est dès lors que l'on décrit des rapports de force entre racailles et Français ou autres, dans les faits divers, des événements au sein de la société sous l'angle ethnique ou racial, ou communautaire ou religieux, on est accusé d'incitation à la haine. C'est qu'en fait, il y a une telle négation de la part du pouvoir en place de ce facteur racial, ethnoculturel et compagnie, que dès lors qu'on essaie de le mettre en évidence ou de le ramener sur le tapis, on est accusé d'inciter à la haine. Mais y a un gamin qui a été égorgé. Enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'on va empêcher les gens de s'exprimer sur un fait divers aussi sordide sous prétexte que ça inciterait à la haine? Non, c'est des attaques minables et puériles de la part de la gauche, qui d'ailleurs ne se gêne pas de son côté pour faire des liens beaucoup plus capillotractés sur des faits qui n'ont rien à voir. Quand ils nous accusent de récupération politique, alors que quand il y avait des gamins qui crevaient noyés sur les plages de la Méditerranée, ils s'en servaient volontiers pour justifier l'immigration à plein cargo. Donc, il n'y a pas de projet commun avec ces gens-là, à la fois les halogènes, et il n'y a pas de projet de société viable avec les gauchistes. Ils se sont enfoncés dans une spirale, tout particulièrement en ce qui concerne la NUPES, et là en plus c'est LFI, donc c'est vraiment ce que la NUPES produit de pire, dans un déni pur et simple de la réalité. Ils ont leur petit électorat halogène qui veulent à tout prix garder pour avoir leur poste, pour avoir leur subside, pour avoir leur gamelle. Et ils sont prêts à inventer tout et n'importe quoi pour disqualifier l'opposition et conserver leurs petits acquis. Il y a même pas de... Le dialogue n'a aucun intérêt, en fait. Là, Zemmour avait aussi rajouté « ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chahides qui les tuent » dans ce genre d'affaires. De fait, quand on regarde les faits divers depuis une vingtaine d'années, malheureusement, on peut que lui donner raison. C'est un fait. C'est même pas du discours polémique, en fait, c'est un fait. Donc, parler d'incitation à la haine, c'est juste une volonté de museler, comme d'habitude, depuis que toutes ces saloperies de loi Pleven, Guesso et compagnie sont entrées en vigueur, c'est-à-dire de museler la parole des Français, de museler les libres expressions des Français et de ceux qui veulent les représenter et les défendre. Absolument, merci Victor pour votre réponse. Et vous, Frédéric Avalli,
Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? La France insoumise porte plainte contre Éric Zemmour parce qu'Éric Zemmour dit la vérité sur ce sujet. Est-ce que vous, ça vous étonne outre mesure par leur comportement? Non, plus rien ne m'étonne de la part de ces gens-là. Je dois dire que David Guérin était celui, alors je parle vraiment d'un point de vue de talent, hein, pas d'idéologie nauséabonde, mais c'était celui que je trouvais le plus talentueux après Mélenchon de ce parti, de ce ramassis de clodo. Non, ça ne m'étonne pas plus que ça. Simplement, je sais pas, je pense qu'ils devraient poursuivre. Enfin, je sais pas, moi j'aurais plus poursuivi Patrick Cohen à leur place, mais non, c'est plus rien ne m'étonne de la part de ces gens-là maintenant. Mais évidemment, ça n'empêche pas qu'il faut quand même souligner à quel point ils sont odieux. Hop, merci pour votre réponse. J'aimerais parler quand même, parce que c'est en lien avec les rassemblements qui sont interdits, après on parlera du rassemblement qui aura lieu à Paris demain. J'aimerais parler de cette petite pédale qui s'appelle Jean-Philippe Tanguy, qui a des fonctions très importantes au sein du Rassemblement national, excusez-moi, ainsi que de l'Assemblée nationale, notre Parlement législatif. Cette petite pédale a dit sur le plateau d'LCI que les rassemblements d'ultra-droite devaient être interdits, donc c'est normal pour lui, en justifiant que c'était une menace et qu'ils peuvent représenter un danger pour nos compatriotes. Et il rajouta d'ailleurs, la réalité, c'est que M. Darmanin attend toujours un drame pour dissoudre ces groupes. Alors là, je m'interroge quand même, comment est-ce qu'on peut être une serpillière à foutre à ce point quand on sait que Darmanin, au contraire, il dissout tout et n'importe quoi, il dissout tout ce qui bouge, même sans aucun motif, même quand il n'y a eu aucune action de la part des mouvements qu'il a dissous. Donc, c'est-à-dire que Jean-Philippe Tanguy, il veut qu'on aille plus loin. Le Rassemblement national, parce que je rappelle qu'il incarne quand même la parole du Rassemblement national, veut aller encore plus loin dans la dédiabolisation du discours et surtout dans la dédiabolisation de la population en interdisant tout ce qui est plus à droite qu'eux, en fait. C'est-à-dire tout, parce que tout est absolument plus à droite qu'eux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, Victor, de ces propos. Moi, ça m'a choqué. Bah, c'est même pire que ça, en fait. C'est qu'au-delà de vouloir dissoudre tout ce qui est plus à droite qu'eux, ils ne veulent même plus être à droite. Ils veulent devenir une opposition de gauche. En renvoyant Darmanin au fait que, soi-disant, il ne prendrait pas assez de mesures efficaces, préventives contre les mouvements de droite, bah, il se place de fait comme opposant, enfin, à gauche du gouvernement. Ils estiment que la politique du gouvernement fait l'objet d'une dérive manifeste, d'une tolérance, d'un laisser-aller vis-à-vis de l'extrême droite. Enfin, c'est complètement lunaire quand on sait ce qu'il en est en réalité. Et que eux, s'ils étaient aux affaires, ah oui, attention, nous, l'extrême droite, on ne laisserait rien passer, nanana, nanana. Enfin, c'est délirant. Jean-Philippe Tanguy, comme tu l'as bien précisé, est un inverti. Il fait partie de cette petite clique insupportable des nains Beaumont, de cette secte, de cette mafia de l'anus qui s'autocopte au sein du Front National depuis une dizaine d'années, qui bénéficie de tous les égards parce qu'ils font partie des gens avec qui Marine Le Pen aime bien aller se bourrer la gueule en soirée et danser sur de la musique homo en haine, pour ne pas réitérer les délits de presse de M. Delesquin. Et c'est tout, c'est ça. Ce qui me rassure quelque part, j'en parlais avec un ami il y a peu, c'est que qui est plus ou moins branché, qui a encore des infos dans ces tuyaux-là, c'est que c'est des gens qui sont déjà terminés, en fait. Les Tanguy, les Odoul, les compagnies, au fur et à mesure que le Rassemblement national monte, et il est déjà en train de monter petit à petit, il se rapproche du pouvoir. On a bien compris que Marine Le Pen commençait lentement et sûrement à être adoubée par tout un tas de réseaux qui, semble-t-il, n'écartent plus la possibilité qu'elle vienne au pouvoir en 2027. Alors bon, bien entendu, ce sera pour faire du Mélanie, hein, faut pas en attendre beaucoup mieux. Mais voilà, ils vont être gentiment, mais sûrement, les Tanguy, les Odoul, les Chenu et compagnie, ou ubérisés par des gens bien plus compétents qu'eux et qui auront au moins le mérite d'être hétéros. Et de pas être juste la bande de folles qui est là uniquement par défaut, parce que personne d'autre, avant 2022, ne voulait aller au RN, ni aller se carboniser au RN avec un profil pareil. Tanguy s'est retrouvé président du groupe RN à l'Assemblée, parce que voilà, sur un accident, le RN a fait un bon score au législatif 2022. C'était un mec compétent, diplômé, il a fait les secs, je crois, s'il me souvient bien, Tanguy, c'était le seul, mais... Spoiler, c'est en train de changer et ça va continuer à changer. C'est un parti qui se normalise. Donc
Non, c'est des déclarations déplorables qui devraient contribuer à conforter les observateurs éclairés dans l'idée qu'il ne faut rien attendre de ce parti, mais qu'il faut quand même relativiser parce que ça ne va plus être grand monde, à mon avis, dans peu de temps. Ce n'est pas quelqu'un qui a pour moi un avenir politique monumental. Il se veut déjà Icare alors qu'il n'a pas encore appris à voler. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait du zèle, il s'agite. Quand Marine Le Pen prenait la parole, je ne sais plus si vous vous souvenez de cette vidéo complètement ridicule, où il était hystérique, il se mettait à hurler « S'il vous plaît, pour la France, pour Marine Le Pen !» avec sa voix de fiotte. Enfin, c'est insupportable. Et je pense heureusement que ce sera bientôt, de l'histoire ancienne. D'ailleurs, je rappelle que cette petite pédale a justement créé un parti politique en 2021 qui s'appelle l'Avenir français et qui est catégorisé par Wikipédia comme d'extrême droite. Attention, il en faut très peu pour être d'extrême droite. Frédéric Cavalli, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Jean-Philippe Tanguy? Est-ce que vous êtes content de voir que la majorité de nos citoyens français, qui seraient bien plus réceptifs à un discours tel que le Parti de la France peut le promouvoir, se sont représentés à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous pensez de cette représentation de notre segmentation électorale? Alors, Victor a déjà tout dit sur cet immonde personnage, y compris sur ses pratiques sexuelles répugnantes. Concernant le reste du Rassemblement national, j'espère que je pourrai développer un peu plus tard. Je m'étais fait une sorte de petit best-of des différentes réactions politiques, mais concernant ce type-là, moi, la seule chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a très bien dit Victor, c'est que parfois j'ai l'impression, mais pas que lui, hein, peut-être même Louis Alliot, dit Loulou la purge dans le milieu. J'ai l'impression que ces gens-là, en fait, s'ils étaient au pouvoir à la place de Darmanin, alors je ne sais pas qui serait leur ministre de l'Intérieur, mais peut-être justement Loulou la purge, pourquoi pas. J'ai l'impression que si ces gens-là étaient à la place de Darmanin, Macron et compagnie, ils seraient encore plus répressifs face à nous. On aurait peut-être encore plus de chances d'être dissous que sous l'ère Macron, parce qu'en fait, ces gens-là savent qu'on pointe du doigt leurs incohérences, leurs contradictions, leurs traîtrises, et en fait, je pense que on est un petit peu, pour l'instant, hein, avant qu'on grandisse, mais on a un petit peu le caillou dans leurs chaussures. En plus, c'est dommage parce que en tant que patriote, le choix du moindre mal, je vais pas dire que mon rêve, ce serait mon rêve, mais mon souhait, c'est quand même que ces gens-là, par défaut, arrivent au pouvoir à la place de Macron et compagnie. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça se trouve, j'ai plus au niveau judiciaire, voire carcéral, à me faire plus de soucis avec eux au pouvoir qu'avec Macron et Darmanin. Donc, cruel dilemme. Cruel dilemme, effectivement, vous avez bien résumé la situation. Donc voilà, je pense que vous avez compris qu'au Parti de la France, nous n'aimons pas vraiment les cadres du Rassemblement national et que Jean-Philippe Tanguy fait partie de ceux que nous aimons probablement le moins. Concernant les rassemblements, puisque c'était ça le sujet à la base, il y a effectivement un rassemblement demain à Paris. Il y aura des militants du Parti de la France en soutien à Thomas, bien évidemment. C'était compliqué pour ne serait-ce que Frédéric Cavalli, responsable de la capitale, d'être présent parce que jusqu'à ce soir, on ne savait pas si ce rassemblement allait être annulé ou non. On ne savait pas et on ne pouvait pas non plus, comment je pourrais dire, s'organiser correctement avec ce manque d'informations et toujours cette tendance qu'a le tribunal à donner ses décisions toujours au dernier moment pour éviter que les mouvements puissent s'organiser dans des rassemblements. Frédéric Cavalli, c'est une bonne chose que le rassemblement puisse avoir lieu à Paris. Oui, donc il a eu lieu. Alors, j'ai pas encore eu d'écho parce que les camarades qui ont répondu à notre appel, les camarades du Parti de la France, hein, évidemment, et qui sont allés, nous ont pas encore fait de rapport entre guillemets, hein. Une armée, hein, mais bon, façon de parler. Non, mais c'est en fait, c'est là aussi, c'est de la manipulation obscène. En fait, ces gens-là jouent avec les nerfs des organisateurs, mais aussi des participants manifestants pacifiques. En fait, moi j'ai appris
par la voie officielle hein, de la préfecture, le maintien de la manifestation qui avait pourtant été interdite 24 heures avant, une demi-heure avant. Ça veut dire que concrètement, sans raconter ma vie, j'aurais très bien pu m'y rendre comme c'était prévu, mais quand on m'a prévenu seulement une demi-heure à l'avance, j'ai pas pu comme ça quitter mon travail sans prévenir personne. Donc voilà, le but en fait, c'est de déstabiliser les organisateurs et les participants. À la limite, c'est encore plus pervers que quand ils avaient annulé notre manifestation le 24 juin contre les répressions judiciaires de Darmanin. Si tu t'en souviens bien, en fait, ils avaient interdit notre manifestation vers 19 heures alors qu'elle était le lendemain à 14 heures. Et ils nous avaient quand même donné une petite chance de faire appel à 13 heures au tribunal. C'était à peu près 1 heure avant le début de la manifestation. Comment voulais-tu qu'on s'organise? Et à mon avis, c'est encore plus pervers parce que du coup, il faut vraiment habiter à 5 stations de métro pour pouvoir s'y rendre en étant prévenu une demi-heure avant. Et du coup, évidemment, à mon avis, cette manif a dû être un bide. Et forcément, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bah oui, flop pour la manifestation d'ultra-droite en hommage à Thomas, il y avait 30 personnes. Bah oui, mais c'est sûr que si on est prévenu qu'une demi-heure à l'avance que la manifestation est organisée, c'est un petit peu plus compliqué de rameuter les foules. Juste par rapport, parce que bon, à l'origine, elle était quand même interdite, moi, ce qui m'a tué quand même, c'est la motivation officielle de la dissolution, enfin de l'interdiction de la manifestation, c'était grosso modo que lors de ce rassemblement, des slogans racistes auraient pu éventuellement être prononcés. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a aucune garantie qu'il le soit, c'est du procès d'intention. Mais alors à ce moment-là, des manifestations de la famille Traoré et Naël et également, je pense, je vous l'annonce déjà demain ou après-demain, la manif de Vermines sur Isère. Là, je vous le dis, hein, il y aura certainement des slogans à mort la police ou des choses comme ça. Et bien là, du coup, pourquoi ils ne font pas par la même méthode de procès d'intention, pourquoi n'interdisent-ils pas ces manifestations en se disant, tiens, il va peut-être y avoir des slogans haineux à l'encontre de la police? Ben non, c'est bizarre, c'est seulement pour en fait protéger les populations africaines, je dirais, cette mesure de précaution, mais pas pour les forces de l'ordre. Alors bon, les forces de l'ordre, pour l'instant, sont encore bien dociles d'obéir à de tels gouvernements, mais je pense qu'ils ne sont pas dupes et ils savent qui est de leur côté. Merci Frédéric Cavalli. Je ne sais pas si Victor, vous voulez réagir également à cette question, sinon je peux directement passer à la suivante. La question suivante, puisque nous parlons de justice, autant y aller jusqu'au bout. Vous avez dû vous apercevoir que le ministre, le gardien des Sceaux, ministre de la Justice, Dupond-Moretti, a été relaxé. Il a été relaxé, il avait été condamné n'importe où, il avait été accusé de prise illégale d'intérêt. Victor, est-ce que ça vous a surpris le fait qu'il se fasse relaxer alors que beaucoup disaient qu'il allait se faire condamner? Alors, ce qu'il faut savoir, bien comprendre avec Dupond-Moretti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même parti en guerre, bille en tête contre la magistrature dès le début de son mandat. C'est quelqu'un qui est connu depuis un moment comme un avocat médiatique, comme un adversaire autoproclamé et revendiqué des magistrats. Donc, effectivement, ça peut être surprenant. On peut considérer effectivement comme surprenant qu'il ait été relaxé, car il y avait une volonté manifeste des magistrats de se venger aussi. C'est quelque chose d'assez commun en réalité. C'est pareil pour le procès Fillon. Enfin, les procès médiatiques comme ça d'hommes politiques, en général, il y a toujours des couches de lecture qui ne sont pas accessibles aux kidam moyens. En revanche, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est aussi une manière de garder les moyens de pression de relaxer quelqu'un. C'est que vous lui faites une offre, vous lui demandez de bosser davantage pour vous, de pousser les choses dans un sens, en échange de quoi vous faites capoter le dossier et autres. C'est des techniques policières qui sont utilisées depuis très longtemps avec les petits délinquants, de faire disparaître des éléments accablants et de faire en sorte que le dossier soit classé sans suite. En échange de quoi on a un indique. Et ben avec les politiciens, il se passe quoi? C'est qu'on les met dos au mur, on leur met le couteau sous la gorge et au bout d'un moment,
on leur dit, bon, j'ai encore une possibilité de te sauver, mais je vais te demander tel ou tel service. Alors, il y a bien entendu des tenants et des aboutissants qu'on ne maîtrise pas. À mon avis, ça s'est sûrement terminé avec un arrangement de cet ordre-là, avec d'une façon ou d'une autre, ils ont mis au pas Dupond-Moretti sur certains aspects. Et c'est une manière pour eux de garder les pions et de les avancer. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Zemmour parlait, bon, il n'était pas le seul, mais j'y repense, de République des juges, dans un de ses livres, il y a 3 ou 4 ans. Et de fait, on est dedans. On est dans un pays où il y a une haute magistrature qui est toute puissante, qui est pratiquement intouchable. Donc, de fait, on peut raisonnablement penser qu'il y a des effets de pression, comme ça, des effets de lobbyisme de la magistrature. C'est notamment eux qui ont coulé en faisant ressortir les affaires de Fillon en 2017 parce qu'il était beaucoup trop conservateur pour eux. C'est une partie, d'ailleurs, on parlait des homosexuels avec Jean-Philippe Tanguy tout à l'heure, c'est aussi en grande partie à cause des homosexuels dans la magistrature que Fillon a totalement disparu des radars et s'est fait complètement dézinguer en 2017, sur commande en quelque sorte de cette magistrature avertie. Et en ce qui concerne Dupond-Moretti, voilà, il y a des aspects de cet ordre-là. Donc bon, c'est des histoires de barbouzes. Je le répète et je le répète, il y a des tenants et des aboutissants qui ne sont pas connus ni maîtrisés. On y verra sûrement plus clair un jour, mais pour le moment, ça me paraît difficile de trop s'avancer ou de faire des pronostics sur les raisons de cet acquittement. Et vous, monsieur Avali, partagez-vous cette vision de la magistrature qu'a Victor? J'aimerais dire que non, j'aimerais dire que je suis plus optimiste que lui. Hélas, non, je ne peux pas dire ça. Et oui, je partage malheureusement tout à fait cette vision de la magistrature. Mais ça ne date pas d'hier, hein, je vous dirais qu'au moins depuis l'époque de Mitterrand, c'est à gauche toute de la part de ces gens-là. La police, par contre, je me souviens à l'époque où je m'intéressais à la politique, là on avait le droit à la police de Charles Pasqua et c'était un petit peu plus la police Bavure-Ricard. D'ailleurs, sans raconter ma vie, j'avais fait mon service national dans la police et dans l'annexe du ministère de l'Intérieur où j'étais, il y avait, alors c'est pas, ce jeu de mots-là n'est pas de moi, hein, donc je le dis sans crainte, c'était une affiche, le passage à tabac ne donne pas le cancer. Et c'était un syndicat de police, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est Alliance qui avait mis ça, mais imaginez si 25 ans après, il y avait une telle affiche avec un tel jeu de mots dans un commissariat. Je pense que les chaînes d'information, entre guillemets, rameuteraient dans les minutes qui viennent pour faire, et ça tournera en boucle. Merci beaucoup, monsieur Avali, pour votre réponse. Je viens de recevoir une vidéo justement d'un militant du Parti de la France qui était présent lors de la manifestation pour soutenir Thomas. Et il y a vraiment beaucoup de gens, hein. La vidéo est assez impressionnante. Il y a vraiment beaucoup de gens, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour quelque chose qui a été annoncé presque 15 minutes avant. Donc annoncé de manière légale, je parle. C'est une très bonne chose. Je suis assez content. Oui, petite quand je pourrais dire actualité, vous savez Corso avait déjà fait une émission avec nous et aussi un visuel pour nous. Il est en combat, je crois que c'est en ce moment même qu'il est en combat. Donc nous le soutenons, je crois qu'il affronte son rival polonais. Donc je ne sais pas s'il va écouter cette émission, mais sache qu'on te soutient, Orso. Je vous rappelle, chers amis, d'ailleurs je pense que vous serez présents, Frédéric et Victor, que nous avons un repas de Noël le 9 décembre. En quoi il est important en tant que Français, de célébrer Noël, surtout, j'ai envie de dire, en communauté, surtout que nous allons le fêter en tant que combattants politiques, en tant que camarades politiques. Et est-ce qu'il est important de perpétuer cette tradition qu'est Noël, Victor? Au risque de me faire un peu enfin pas l'avocat du diable, mais de me faire plus syncrétiste que certains, je dirais qu'outre les confessions de chacun, c'est une fête européenne, c'est la fin de l'année, c'est le moment où les lumières finissent de décliner, où on célèbre la passation d'une nouvelle année et de nouvelles perspectives.
C'est évidemment pour les catholiques la naissance du Christ, la nativité. Pour les autres confessions, bon, ça a le sens qu'ils leur donnent. Mais voilà, c'est un moment convivial, fraternel, qui est inscrit dans les traditions françaises et européennes depuis pratiquement 2000 ans maintenant, voire plus encore, à en juger parce qu'on dit certains païens, avec les Saturnales ou Yule, je le crois, dans le folklore germanique. Donc, c'est une manière de se connecter à nos ancêtres, à nos traditions, de s'opposer à ceux qui ne voient dans cette période de l'année rien de particulièrement symbolique, comme nos petits amis bronzés, qui célèbrent une religion pour qui le mois de décembre n'a aucune connotation particulière. C'est un moment de recueillement, on se retrouve entre amis, avec la famille, avec des camarades, là en l'occurrence, puisqu'on fait un repas de Noël du Parti de la France. J'invite à tous ceux qui sont disponibles et motivés pour venir à Amiens nous rencontrer à le faire. Et vous verrez qu'au Parti de la France, non seulement on ne mâche pas nos mots lorsqu'il s'agit de communiquer publiquement, mais on est authentique en privé, on ne joue pas de rôle. Nous sommes les seuls filtres que nous avons n'ont que pour but de protéger le parti et de nous protéger en tant qu'individus. Mais nous avons autant de franchise et d'honnêteté dans nos prises de position sans enregistrement que sur le canal Telegram qui nous a fait de la pub ce soir. Merci beaucoup Victor pour votre réponse. Et justement, vous, Frédéric, vous avez peut-être vu qu'il y avait des gauchistes qui faisaient des attaques contre les crèches, notamment dans les mairies. On parlait de Louis Alliot tout à l'heure, mais un peu d'honnêteté intellectuelle et remercions-le de garder cette crèche à la mairie de Perpignan. Frédéric, est-ce que vous, en tant qu'Européen, vous vous sentez aussi heurté par le fait que des gauchistes, donc des Français d'un point de vue génétique, s'attaquent ainsi à notre culture ? Oui, c'est d'autant plus odieux. Alors, je ne vais pas défendre les hordes d'immigrés qui nous piétinent, qui piétinent notre culture depuis maintenant plus de 40 ans, mais à la limite, ils nous détestent, donc qu'ils essayent de remplacer notre culture par la leur. À la limite, je ne vais pas dire que c'est humain, puisque c'est odieux, mais on pourrait comprendre. Mais là, en fait, c'est de la haine de soi, quoi. Je sais pas, c'est peut-être des gens qui sont mal dans leur peau, donc ils détestent tout ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire leur physique ingrat, leur bas quotient intellectuel, et peut-être aussi leur ethnie, leur religion, leur race, leurs origines. C'est peut-être ça, après tout, qui les anime, mais c'est d'autant plus grave hein, par rapport aux immigrés. Et autre chose, moi je vous le dis, hein, c'est pas du tout de la provocation, mais chaque fois que je lis d'une église incendiée, d'une profanation d'une église, d'un cimetière catholique, systématiquement je suspecte en premier les gauchistes ou les pourritures fémènes par rapport aux musulmans, aux racailles, hein, on va dire, parce que il y a quand même des musulmans qui respectent les morts chrétiens. Mais enfin, vous voyez, je privilégie toujours la piste en priorité des gauchistes que on va dire des extra-européens, pour vous dire à quel point plus rien ne m'étonne de la part de ces gens-là, qui évidemment font le jeu du grand remplacement. Merci beaucoup Frédéric pour votre réponse. De mon côté, c'est terminé pour la première partie. Alors on a des nouveaux, comment je peux dire, des nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Sachez que c'est divisé en deux parties. Première partie, nous faisons l'émission. Seconde partie, nous répondons aux questions des auditeurs. Donc je vous remercie pour avoir été là pour la première partie. Si vous êtes sur YouTube, je vous donne rendez-vous lundi pour la partie foire aux questions. Et pour ceux qui sont sur Telegram, je vous donne rendez-vous tout de suite.